Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Un petit message pour vous rappeler qu'on se pose et on cause est toujours un podcast indépendant. Du coup, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Vous pouvez aussi donner votre avis sur l'épisode, continuer la réflexion ou me corriger si besoin, tout en restant respectueuse dans l'espace commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux ou autour de vous. Évidemment, ça me fera plus d'écoute, mais ça lancera aussi des discussions animées avec vos proches. Autre chose, cet épisode, il fait partie d'une série sur la colonisation française, son histoire et ses conséquences passées et présentes. Il n'y a pas d'ordre précis, tous les épisodes s'écoutent indépendamment les uns des autres. Je tiens à préciser que je suis une femme blanche, que je ne suis ni historienne, ni spécialisée en études post- ou décoloniales. Et que, de la France, je connais que la Corse et l'Hexagone. Ainsi, je peux avoir des biais ou dire des bêtises. Pourquoi faire cette série d'épisodes alors ? D'abord parce que je veux apprendre. Apprendre sur mon passé pour comprendre les problématiques actuelles. Ensuite parce que je veux partager des connaissances. Combien de fois ai-je entendu dire que la colonisation était soi-disant terminée ? Que tout ça, c'était du passé et qu'il fallait arrêter de sans arrêt le ressasser ? Combien de fois ai-je entendu des soi-disant nationalistes voulant défendre une France fantasmée sans pour autant connaître ses véritables habitantes ? Comment parler au nom des Françaises sans les connaître ? Enfin, parce que tout est politique. Notre histoire et notre identité française le sont également. Et je veux pas que certaines s'approprient notre roman national et le détournent pour servir leurs intérêts idéologiques. Voilà les grandes lignes. Et pour celles qui veulent vérifier ce que je dis ou aller plus loin, je vous rappelle que mes sources sont toujours indiquées dans la description de l'épisode. Et sur ce, bonne écoute. Et la France, c'est pas ça. La France, ça doit pas être ce truc où on monte les uns contre les autres pour garder les privilèges de quelques-uns. Le patriarcat préexistait au capitalisme, donc il peut lui survivre. La France, elle est vraiment au bord d'une maladie qui est le fascisme. L'escroquerie, c'est qu'on a fait prendre l'extrême droite pour la droite et la gauche pour de l'extrême gauche. Pour moi, on ne peut plus parler d'inaction climatique, mais d'action délibérée, de destruction du vivant. On parle de désirabilité depuis avant, on n'est pas à la Fashion Week. Là, le sujet, c'est très très simple. C'est la dignité des gens. Si nous, on nous répète tout le temps, toujours, qu'on n'est pas ici chez nous. Pourquoi il y a des hommes déguisés en femmes ? Faut répondre quoi à ta gamine de 9 ans ? Que c'est une personne qui prône la paix avec des cheveux longs. On se pose et on cause. Le podcast qui donne la parole à ceux qu'on entend le moins. Notamment les jeunes. Et qui vulgarise les sujets politiques du quotidien. Je vous retrouve après quelques galères et un moment d'absence pour le premier épisode de ma nouvelle série consacrée à la colonisation française, son histoire et ses conséquences. On va commencer cette série à plus de 7000 km de Marseille. Oui, aujourd'hui, on part de Marseille, je vois pas pourquoi on voudrait toujours Paris comme référentiel. 7000 km, c'est en gros plus de 4 l'île Marseille. Et c'est aussi la distance qui sépare Marseille de Cayenne, ville la plus peuplée et aussi préfecture de la Guyane. La Guyane, c'est ni un département, ni une région. C'est une collectivité territoriale. C'est une situation juridique particulière qui ne concerne que la Guyane et la Martinique. Entré en vigueur en 2016, ce statut y permet à ces nouvelles collectivités, chacune organisée en une assemblée d'une 50aine de membres, d'exercer des compétences aussi bien départementales que régionales. Parenthèse juridique fermée, comment définir la Guyane ? Parce que le langage façonne aussi nos imaginaires, je vais jouer sur les mots et de suite écarter l'expression trompeuse d'outre-mer. En effet, comme l'explique le politiste Justin Daniel, c'est une formule homogénéisante qui recouvre des réalités historiques, juridiques, géographiques ou institutionnelles différentes. La Guyane, c'est donc un territoire situé en Amérique du Sud. Il est bordé par l'océan Atlantique au nord, a une frontière avec le Suriname à l'ouest et une frontière avec le Brésil au sud et à l'est. C'est aussi, après l'Hexagone, le territoire français le plus vaste avec une superficie de plus de 80 000 km², ce qui équivaut en gros à la superficie de la Nouvelle-Aquitaine. La Guyane, elle est représentée au Sénat par 2 élus, Georges Patient, élu en 2008, et Marie-Laure Finéa-Hort, élue en 2020. Les 2 sénatrices sont issues du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, qui, comme son nom ne l'indique pas, est l'ancien groupe La République en marche. Au sein de l'Assemblée nationale, la Guyane est également représentée par 2 élus, cette fois-ci tous 2 apparentés au nouveau Front populaire.
Jean-Victor Castor, membre du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, et Danny Riemann, qui est aussi président de la délégation aux Outre-mer. Cette délégation aux Outre-mer, elle est composée de 54 députés, dont les 27 députés des territoires ultramarins, qui sont des membres de droit. Créée seulement en 2012, cette délégation, elle est chargée d'informer, je cite, la représentation nationale sur toute question relative aux Outre-mer. La Guyane, avec l'ensemble des autres territoires ultramarins français, elle est aussi représentée au Parlement européen par 3 eurodéputés. Dans une perspective plus régionale, la Guyane, elle est membre associée de l'Association des États de la Caraïbe, c'est-à-dire qu'elle a le droit d'intervenir dans les débats et de voter sur les questions qui la concernent directement. La Guyane, elle a aussi un drapeau depuis les années 60. Bien qu'adopté par l'Assemblée de Guyane, ce drapeau, il n'est pas reconnu par l'État français. Certaines, comme notamment le comité drapeau, militent pour une reconnaissance du drapeau guyanais comme symbole identitaire et culturel distinct. D'ailleurs, le comité drapeau a un slogan « Un pays, un peuple, un drapeau, 3 couleurs » qui, si je ne me trompe pas, est originellement en créole guyanais. Je sais que le format podcast n'aide pas, mais je vais essayer de vous décrire le drapeau guyanais. Je pense que c'est important et puis ça me servira de transition. Imaginez donc un drapeau rectangulaire découpé en 2 triangles rectangles. Le triangle supérieur de couleur verte représente la forêt, tandis que le triangle inférieur, jaune, représente les richesses du sous-sol guyanais. Au centre du drapeau, une étoile rouge à 5 branches, représentant, selon les récits, soit l'orientation socialiste du territoire, soit un personnage aux bras et jambes écartés. L'utilisation de la forêt comme symbole, elle me permet de rebondir sur le parc amazonien de Guyane, forêt primaire humide et tropicale entrecoupée de continuums fluviaux. Cette forêt, c'est la plus grande aire protégée de l'Union européenne. D'ailleurs, la Guyane, c'est le seul territoire européen, dans le sens Union européenne, situé sur le continent sud-américain. Et étant donné que la forêt représente une grande partie du territoire, la population guyanaise, elle se concentre à 80% sur les littoraux. L'usage du jaune et sa référence aux richesses minières guyanaises, notamment à l'or, il me permet d'enchaîner avec l'histoire de la Guyane. En effet, c'est un territoire qui a très tôt été associé à la légende de l'Eldorado. Du coup, remontons un peu en arrière et arrêtons-nous à la fin du XVe siècle. En effet, dès cette période et l'arrivée des Européens en Amérique, les interactions entre autochtones et colons, elles sont marquées par la violence. Les colons effectuent des razzias, approvisionnant ainsi les plantations esclavagistes de main-d'œuvre gratuite, et kidnappent des autochtones pour s'en servir comme otages, comme preuve de leur entre guillemets découverte, ou comme présent pour leur souverain. Les autochtones réagissent de 2 manières différentes, soit par le déplacement en s'éloignant des côtes, soit par l'affrontement. En 1664, les colons français s'établissent définitivement en Guyane. Probablement à cette période, la propagande coloniale imagine le personnage de Sépérou. Sépérou, ça serait un chef autochtone, amérindien comme il disait à l'époque, qui aurait cédé ses terres aux colons sans livrer bataille. Historiquement, aucun traité n'a jamais été signé entre les colons et les autochtones. Pourtant, la supercherie, elle est allée encore plus loin, parce que les colons, soi-disant reconnaissants, donnent ensuite le nom de Sépérou à une colline et au fortin qui la surplombe. Franchement, on peut dire que c'est un mensonge super bien ficelé. Ensuite, dès 1704, les colons français appliquent le Code noir en Guyane. Le Code noir, pour faire très simple, c'est un texte crucial qui légitime moralement et juridiquement l'esclavage dans les colonies françaises. Élaboré par Colbert et promulgué par Louis XIV en 1685, ce texte, il institutionnalise une exploitation violente des populations réduites en esclavage. Il consolide ainsi le pouvoir des colons et régit la déshumanisation des esclaves, les privant de leurs droits fondamentaux. Après, ça m'a pas l'air d'être un texte super contraignant non plus, parce que en Guyane, les colons français, ils pouvaient se permettre de donner aux esclaves des rations de nourriture en deçà des recommandations du Code noir. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'un samedi par mois, ces mêmes esclaves pouvaient s'occuper de leurs abattis, qui étaient en fait de mauvais lopins de terre éloignés de leur lieu d'habitation. Bref, au XVIIe siècle, la Guyane devient aussi un lieu de déportation pour les opposantes politiques du pouvoir métropolitain, notamment les opposantes à la Révolution française.
Il y a très peu de sources sur le sujet, donc pour ne pas dire de bêtises, je ne développerai pas. Toutefois, je pense que cette information elle est importante pour comprendre l'histoire de la Guyane, surtout pour comprendre son histoire carcérale, on va y venir. Bref, nous sommes toujours au XVIIe siècle. La Guyane est constituée de vastes plantations esclavagistes, produisant des denrées ensuite exportées vers la métropole. Au même moment, et pour échapper à ces conditions de survie atroces, les esclaves se mettent peu à peu à pratiquer le marronnage. Pour celles qui ne savent pas, le marronnage, c'est la fuite des esclaves africaines, dans notre cas vers la forêt amazonienne, et en fait, ça va même plus loin qu'une simple évasion, parce que ces anciennes esclaves, elles s'organisent, résistent collectivement, donc finalement le marronnage, c'est une lutte pour l'émancipation et la liberté. Bon, vous vous doutez bien que les colons, ils apprécient pas trop cette auto-émancipation. Le marronnage, c'est pour eux moins de main-d'œuvre. Bah oui, surtout que au XIXe siècle, après l'indépendance de Haïti-Saint-Domingue, la Guyane, ça devient la colonie sucrière prometteuse de l'Empire français. En 1848, c'est l'abolition de l'esclavage en France. Résultat en Guyane, 13 000 esclaves sont libérés. Au bout de quelques mois, ces populations nouvellement affranchies et organisées, elles produisent assez de nourriture pour s'assurer une autosuffisance alimentaire. Évidemment, vous vous doutez bien que ça plaît pas aux anciens colons. Du coup, ils vont mettre en place différents stratagèmes. Par exemple, la création d'une fête du travail qui, annuellement, va récompenser les meilleures travailleuses. La supercherie ne peuvent être récompensées seulement les personnes qui sont restées travailler sur les plantations. Par des procédures juridiques, il devient également presque impossible pour ces nouvelles populations libres d'acquérir des terres et donc leur indépendance. Au même moment, se met en place une pratique au taux de mortalité excessif, l'esclavage contracté. C'est un concept que je ne connaissais pas du tout avant de faire l'épisode, et en fait c'est une forme de travail forcé où les individus, souvent sous prétexte de rembourser une dette, sont liés à leurs employeurs par des contrats abusifs qui limitent leur liberté. L'esclavage contracté en Guyane, il a concerné des populations venues d'Europe, mais c'était, vous en doutez, majoritairement des personnes venues d'Afrique et surtout d'Asie. Toujours au même moment, donc au milieu du XIXe siècle, la Guyane, ça devient une terre de bagne. En effet, l'idée de Napoléon III à l'époque, c'est de développer le territoire, c'est-à-dire ouvrir des routes, défricher les forêts ou assécher les terres, en y envoyant des condamnés aux travaux forcés. Le but, transformer la Guyane en colonie de peuplement. L'idée en fait, c'est que les anciennes bagnardes fondent une famille et contribuent ainsi, de manière involontaire, à la colonisation du territoire. Pour ça, il y a une loi qui prévoit qu'à la fin de leur emprisonnement, les bagnardes peuvent quitter la Guyane seulement après y avoir passé une période équivalente à leur peine. C'est-à-dire qu'être condamné à 3 ans de bagne, ça équivaut à passer 6 ans en Guyane. En plus, cette loi, elle s'applique à tous les bagnardes qui ont des peines inférieures à 8 ans. Dans le cas échéant, elles sont carrément obligées de finir leur vie en Guyane. Ces stratégies, elles fonctionnent pas super bien. Dès la fin du XIXe siècle, les bagnes commencent à être partiellement et même totalement abandonnés. Pourquoi ? Tout simplement parce que, dès leur arrivée en poste, chaque nouveau gouverneur de Guyane ambitionne de mettre en place son propre projet de bagne, cherchant à démanteler celui de son prédécesseur. Dans le même temps, rien n'est mis en place pour garder en vie, ou même en état de travailler, les bagnardes. L'espérance de vie des condamnés varie ainsi entre 8 et 17 mois, et la mortalité des détenus atteint ainsi des niveaux tragiquement élevés. Petit saut dans le temps, hop, nous sommes en 1945. Le bagne est aboli, et les dernières bagnardes sont rapatriées en 1953. Celles qui restent continuent de pratiquer l'activité qu'elles exerçaient avant ou pendant leur condamnation, poursuivant une vie marquée par l'alcoolisme et la déshérence. Dans le même temps, en 1946, la Guyane devient un département français. Toutefois, il faut attendre plusieurs dizaines d'années pour que les cartes françaises reflètent avec précision l'ensemble du territoire, forêt amazonienne comprise. Par la suite, en 1983, la Guyane acquiert le statut de région française tout en conservant celui de département. Ces découpes géographiques, administratives et finalement très politiques, elles ont des conséquences directes sur les habitantes de la Guyane. En effet, la Guyane, c'est un territoire qui abrite différents groupes de population. Avant d'aller plus loin, je veux juste faire un point.
Dans cet épisode, je vais utiliser une grille de lecture très anthropologique. C'est assez réducteur, je le sais. Les définitions des différents groupes de population sont bien plus complexes. Leurs identités sont bien plus mouvantes et entrelacées, je le sais. Malheureusement, je ne vois pas comment parler de la Guyane et de ses problématiques sans utiliser ce système imparfait. Je rajouterai aussi que la majorité des sources académiques à ce sujet sont franchement pourries, utilisant des termes coloniaux pour décrire les populations en question. Je comprends qu'on ait tous des biais, mais pour moi, lorsque tu fais des recherches, tu dois t'informer au maximum pour avoir les données les plus exactes possibles. Surtout lorsque tu es une chercheuse blanche parlant de populations qu'on a colonisées, décimées et qu'on continue encore d'assimiler. Du coup, j'espère sincèrement que les termes que je vais utiliser seront corrects et que ma prononciation ne sera pas trop dégueu. Bref, du coup, je disais que les Guyanaises, c'est en fait un groupe aux identités multiples. Première distinction à faire, les étrangers des Français. Après la nationalité française, il y a 3 nationalités majoritaires en Guyane. Tout d'abord, les brésiliennes, qui se sédentarisent. Ensuite, les haïtiennes, notamment autour de Cayenne, qui s'intègrent peu à peu à la société guyanaise. Et enfin, les surinamiennes, arrivées dans les années 80, après la guerre civile, et qui ont actuellement plutôt tendance à retourner dans leur pays d'origine. Maintenant, passons aux populations de nationalité française. On a des métropolitaines, arrivées dans les années 80, des Hmong, j'espère que je le prononce bien, qui sont des réfugiés laotiennes arrivés dans les années 70, des communautés d'origine chinoise arrivées à la fin du 19e siècle, des populations bushinengue, des communautés créoles et des populations autochtones. Arrêtons-nous sur ces 3 derniers groupes. Les créoles, je vais reprendre les mots d'Isabelle Idaïchevski, ce sont les descendants d'esclaves qui ont adopté les modèles occidentaux. Pourtant, depuis les années 70, un sursaut identitaire émerge au sein de ces groupes qui remettent de plus en plus en question la politique d'assimilation française qu'ils subissent depuis le milieu du XIXe siècle. En effet, face à leur diminution numéraire, les communautés créoles cherchent à conserver leur culture, leurs traditions et leur langue, le créole guyanais. Le créole guyanais, c'est un véritable outil de revendication identitaire. Bien que certaines métropolitaines le parlent, elles n'ont pas pour autant réussi à intégrer les familles ou réseaux créoles. Ainsi, la force des communautés créoles réside dans cette dimension d'appartenance. Véritable marqueur de résistance, le créole guyanais est une langue véhiculaire et vernaculaire. Toutefois, son utilisation, elle est paradoxale. En effet, les populations créoles parlent majoritairement le français, utilisant le créole pour des expressions ponctuelles et précises. Il est par exemple très mal vu de parler créole à des inconnus ou lors de réunions formelles. Pareil dans la sphère médiatique, où le créole guyanais a une place déterminée. Pas utilisé dans la presse écrite, il est parfois employé à la télévision. En effet, le journal de 13h est en créole guyanais, ainsi que les émissions sur la culture et les traditions créoles. Mais ce n'est pas tout. À la télévision, le créole est également associé au quartier populaire et au milieu syndical et indépendantiste qui l'utilisent régulièrement. Petite précision que j'ai oublié de mentionner, lorsqu'il est employé à la télé, le créole guyanais n'est jamais traduit en français, à la différence des langues autochtones ou bushinengue. Le paradoxe, c'est donc que malgré une forte volonté d'affirmation identitaire, le créole, il est relégué à la sphère privée. Il sert à exprimer de l'humour, du mécontentement, mais pas des revendications politiques, sauf oui, dans le milieu indépendantiste. Ainsi, on peut se demander si cette pratique très circonscrite ne donne pas une connotation inquiétante, peut-être agressive, à l'utilisation du créole guyanais. Passons aux populations bushinengue. Les bushinengue, qui veut littéralement dire les personnes noires de la forêt, sont les descendantes des marrons. À la différence des créoles, elles ont rejeté les modèles occidentaux. Composées de 4 grands groupes, elles ne forment pas un bloc uniforme. Ces populations bushinengue, elles partagent une langue, le taki-taki, qui est complètement indépendante de leur propre langue. Mélange de portugais, anglais et hollandais, elle leur permet de communiquer entre bushinengue, mais aussi d'échanger avec les populations autochtones. D'ailleurs, parlons des autochtones qui sont, par définition, les premières habitantes de la Guyane. Elles sont composées de 3 grands groupes linguistiques, les Arawaks, les Tupi-Guarani et les Kalinganos, ensuite subdivisés en une multitude de communautés.
Que ce soit les populations bushinengue ou autochtones, celles-ci commencent à être identifiées et recensées à partir des années 50. Ainsi, dans les années 60, les habitants de ces communautés deviennent des citoyennes françaises à leur insu. Ces changements institutionnels y renforcent des frontières géographiques qui sont avant tout politiques. En effet, les différentes communautés transfrontalières qui vivent dans la forêt, elles avaient auparavant tendance à respecter des savoirs coutumiers. Toutefois, avec la mise en place de frontières institutionnelles, ces groupes sociaux se retrouvent parfois dans des pays différents, ce qui entrave leur liberté de circulation. Une autre construction administrative qui ne convient pas aux populations bushinengue et autochtones, ce sont les communes françaises. En effet, cette sédentarisation autour de certains services, elle met fin au mode de vie semi-nomade de certaines communautés. Par conséquent, l'une des revendications majeures de ces populations, c'est la liberté de créer de nouveaux villages hors des bourgs administratifs. Et là, peut-être que vous vous dites, et l'école ? Oui, parce que dans l'imaginaire de l'Hexagone, une vie en forêt ou semi-nomade, c'est une vie sans apprentissage. Oui, bon, d'accord, sauf quand c'est dans le cadre de la pédagogie Montessori. Ou que ce sont des couples d'Européens qui décident de faire le tour du monde avec leurs enfants et de leur faire l'école à la maison, soit. Non, plus sérieusement, on pourrait se poser la question un peu philosophique de est-ce que l'école, en tant qu'institution scolaire, est nécessaire ? Est-ce que c'est pas une construction occidentale et occidentalo-centrée ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières d'apprendre ? Bref, j'avoue que j'y ai pas réfléchi et que j'ai absolument pas les clés pour y répondre. Toutefois, dans le cadre des populations bushinengue et autochtones, on peut définir l'école comme un instrument de contrôle. En effet, le système scolaire en Guyane, tout comme le système scolaire en Kanaki ou en Polynésie, il a évolué après 1946 pour s'aligner sur le système métropolitain. Je pense qu'ici le terme connoté de métropolitain il s'impose parce que, en gros, il y a cette idée de franciser linguistiquement et culturellement ces territoires. Toujours avec cette fausse idée d'égalité, les programmes scolaires ils sont adaptés à ceux de Paris et des enseignantes métropolitaines sont envoyées en Guyane. De plus, l'école française, elle ne respecte pas le calendrier traditionnel des communautés bushinengue et autochtones et tient les enfants à l'écart de la forêt. Ainsi, les savoirs ancestraux sont dévalués et se perdent, les enfants n'apprennent plus à vivre dans leur milieu et la forêt devient un environnement étranger. L'exemple le plus frappant de l'école comme moyen de domination des populations bushinengue et autochtones est celui de la langue. En effet, comme l'écrit si bien Papa Ibrahima Seck, la langue, c'est un des moyens les plus efficaces de la conquête morale et idéologique. Et c'est vrai qu'en France, le français, c'est pas juste la langue de l'école. C'est aussi, comme le dit la Constitution, la langue de la République. C'est la langue de l'enseignement, du travail, de notre culture commune, des services publics. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel considère en 1999 que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comporte des clauses contraires à la Constitution. Le français est donc bien la seule langue de l'école d'un point de vue statutaire, politique et constitutionnel. Pourtant, d'un point de vue réel, il serait plus concret de parler des langues de l'école. Déjà parce que 1. Le français il suffit pas pour communiquer avec les enfants, et 2. Parce que le français il suffit pas pour comprendre le monde, souvent plurilingue, dans lequel évoluent les enfants bushinengue et autochtones. La scolarisation en français, elle a des effets concrets sur les enfants, et notamment sur leur trajectoire scolaire. En effet, la Guyane, c'est un territoire où une habitante sur 2 a moins de 25 ans. Pourtant, c'est aussi, après Mayotte, le territoire où les non-diplômés sont le plus représentés. De plus, cette utilisation constante du français, elle entrave la transmission des langues régionales aux générations futures. Je rappelle ici qu'un ethnocide, c'est la destruction de l'identité culturelle d'un groupe ethnique sans nécessairement le détruire physiquement. Ça, c'est un génocide. Bref, ce que Sophie Albi recommande, c'est d'abord une approche linguistique par le bas. Ensuite, pourquoi pas réfléchir à des modes d'enseignement différents. Enfin, il faut former les enseignantes et adapter les programmes scolaires. En d'autres mots, en Guyane, il est nécessaire de construire une école plurilingue. J'ajoute à ça qu'il faut reconnaître les populations bushinengue ou autochtones. Vous me direz, oui, mais la France, elle a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2007, non ? Et c'est exact, mais c'est un document non contraignant. Donc bon, ça sert à rien, à part à faire de la com. Par contre, la Convention numéro 169 relative aux peuples indigènes et tribaux,
adoptée par l'Organisation internationale du travail, elle attribue vraiment des droits collectifs aux peuples autochtones. Mais bon, la France a refusé de la signer car elle serait incompatible avec les principes constitutionnels d'égalité et d'indivisibilité de la République. D'un côté, c'est rassurant. Les responsables politiques connaissent la Constitution. De l'autre, c'est dommage parce qu'elles s'en servent que lorsque ça les arrange. Et puis, elles l'interprètent comme elles veulent et surtout, elles oublient qu'une Constitution, ça se modifie aussi. Bref, de toute façon, il n'y a pas que moi qui pense que cette excuse elle est bidon. En 2010, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies a appelé la France à ratifier cette convention. Et bon, spoiler alerte, on l'a pas fait. Tout ça pour dire que les populations bushinengue ou autochtones, elles sont réprimées pour ce qu'elles sont, pour leur identité, et la France, elle cherche encore et toujours à les assimiler. Toutefois, certaines luttent pour la mémoire et pour la reconnaissance des bushinengue ou autochtones, leur histoire et leur culture. C'est notamment le cas de Félix Tiuka. Félix Tiuka, c'est un des représentants du groupe Kalina, appartenant au groupe linguistique des Kalinagos. Il s'investit dès le début dans la lutte autochtone et je crois qu'on peut dire qu'il en est l'un des pionniers. En effet, dès les années 80 et plus précisément en 1984, il prononce un discours public adressé au préfet et au gouvernement français. Cette déclaration, elle annonce l'entrée des populations autochtones dans l'espace politique et, évidemment, elle fait scandale. Je vous propose qu'on l'écoute. Vous nous avez écrasés sous le rouleau compresseur de votre progrès. Vous nous avez ignorés en tant que peuple et en tant qu'individus détenteurs des droits égaux aux vôtres. Vous avez envahi nos territoires et pillé nos ressources en ignorant notre droit le plus fondamental qui est celui de continuer à vivre de nos terres si tel est notre bon vouloir. Nous n'avons tiré aucun bénéfice de votre système d'exploitation de ressources de nos terres. En retour de nos ressources, vous ne nous avez démontré qu'ignorance et mépris. Nous ne voulons plus aussi facilement leurrer par des belles paroles et nous reconnaissons sous cette proposition à l'allure progressiste la négation de nos droits ancestraux et de notre volonté de demeurer ce que nous n'avons jamais cessé d'être, des Amérindiens. Nous nous adressons une fois de plus à notre tutelle légale, le gouvernement français, pour qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que nos droits soient reconnus. Nous ne voulons plus non plus devenir des Français comme les autres ou même à part entière. Nous voulons obtenir la reconnaissance de nos droits, c'est-à-dire la reconnaissance de nos droits territoriaux, de notre droit à demeurer amérindien et à développer nos institutions et notre propre culture. Je vous remercie. Depuis ce discours, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les années 90, les populations autochtones s'investissent au niveau international, se formant ainsi sur la question autochtone. Elles participent notamment aux discussions autour du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Grâce aux compétences qu'elles développent, les communautés autochtones deviennent des interlocutrices finalement reconnues par la France. Depuis les années 2000, elles investissent également le champ politique et acquièrent une dimension symbolique plutôt que numéraire. Leur reconnaissance devient leur revendication principale et leur combat est malheureusement toujours en cours. D'ailleurs, il n'y a pas que cette lutte pour la reconnaissance qui est en cours, il se passe pas mal de choses en Guyane et c'est ce dont on va parler dans cette dernière grande partie de l'épisode. Guyane en passion, mais faut pas faire nous tête chauffée. 20 000 personnes défilent dans les rues du chef-lieu. Un seul slogan, la Guyane levée, autrement dit la Guyane lève-toi. C'est que le début, il faut qu'on continue de se battre parce qu'on doit, on réclame ce qu'on mérite, on doit pouvoir vivre bien chez nous. Côte à côte, 2 drapeaux, la France et la Guyane. Le mouvement social de mars-avril 2017, c'est une grève qui commence le 20 mars à l'initiative de l'Union des travailleurs guyanais qui proteste contre la vente du centre médico-chirurgical de Kourou à un opérateur privé. Le mouvement se généralise ensuite sur tout le territoire avec des barrages filtrants, des grèves, des blocages et des manifs. En fait, l'origine de ce mouvement, elle est liée au manque d'infrastructures publiques. Les manifestantes dénoncent la dépendance et les disparités de leur territoire par rapport à l'Hexagone. Ensuite, les revendications sont étendues à la lutte contre l'orpaillage clandestin et l'immigration illégale, reflétant l'insécurité ressentie par les Guyanaises. Pour résumer,
Les manifestantes, elles réclament l'augmentation du budget public alloué à la Guyane, ainsi que plus d'autonomie. Je rappelle ici que l'Hexagone, bien que situé à des milliers de kilomètres de la Guyane, est son principal partenaire commercial, 55% des importations et 82% des exportations. Par conséquent, le Conseil des ministres, il adopte le 5 avril un plan d'urgence qui permet notamment d'envoyer des renforts policiers, de rétrocéder quelques hectares de terres spoliées, mais aussi de construire des lycées, des collèges, des routes ou des infrastructures carcérales. Ce plan, il est construit à la hâte avec l'idée que le futur président, élu début mai, se chargera des revendications guyanaises. Bon, on le sait maintenant, le nouveau président, c'est Emmanuel Macron, et la Guyane, plus généralement, les revendications des Françaises, ils s'en fichent pas mal. Où 53% de la population vit sous le seuil de pauvreté, un seuil qui s'élève à 14% dans l'Hexagone. En Guyane, le réseau de l'ESS comprend plus de 25 associations partenaires sur l'ensemble du territoire. En 2019, ce sont 3% de familles guyanaises en plus qui ont formulé des demandes d'aide de la caisse d'allocation familiale. Ce sont surtout les enfants qui en bénéficient. Faisons un rapide point économique. En 2017, une Guyanaise sur deux vit sous le seuil de pauvreté. En 2021, le niveau de vie annuel médian en Guyane s'élève à presque 11 000 €. C'est presque 60% de moins qu'en Île-de-France, région la plus riche de France, et même en comparaison avec les Hauts-de-France, région de l'Hexagone au niveau de vie médian le plus bas, celui de la Guyane reste près de 50% inférieur. La Guyane, c'est aussi le plus petit territoire, sans compter Mayotte, en matière d'emploi. En 2023, le taux de chômage y est de 14%, 2 fois plus que dans l'Hexagone. De plus, près d'un emploi sur deux en Guyane relève du secteur tertiaire non marchand. C'est d'ailleurs, hors Mayotte, le territoire où ce secteur occupe la part la plus élevée. Toutefois, l'emploi salarié augmente de presque 3% en 2023, notamment grâce au secteur tertiaire non marchand. À cela s'ajoute l'inflation qui, bien qu'elle ralentisse de manière globale, augmente de plus de 5% dans le secteur de l'énergie et de presque 10% sur les produits alimentaires. Vous vous doutez bien que, dans ce contexte-là, pour les ménages les plus modestes, les prestations sociales représentent une partie importante, si ce n'est majoritaire, de leurs revenus. Point économique fermé, passons à un autre sujet. Il y avait une pression de la part de l'État. En effet, la loi de séparation des églises et de l'État ne s'applique pas sur l'ensemble du territoire français. Qui venait faire pression sur la famille, en disant que c'était nécessaire d'envoyer vos enfants à l'école. S'il y avait un refus total, vous risquerez de finir en garde à vue, en prison. Les ministres du culte catholique sont des salariés de la collectivité territoriale de la Guyane. Faire sortir ces populations autochtones de leur mode de vie ancestraux, mais donc de les faire rejoindre des activités salariées. Les Hauts-Mindiens, ce sont des pensionnats catholiques créés au XIXe siècle. Ils ont pour but d'assimiler les populations autochtones et d'effacer leur identité propre. Les enfants autochtones étaient séparés de leur famille dans le but d'être violemment, disons, civilisés selon les normes chrétiennes françaises. Les Hauts-Mindiens y reflètent la domination coloniale et la puissance morale de l'Église. En Guyane, il existait 8 Hauts-Mindiens. Et d'après vous, le dernier Haut-Mindien, il a fermé en quelle année ? Peu importe la réponse que vous avez donnée, elle est sûrement trop optimiste. En effet, le Haut-Mindien de Saint-Georges a fermé ses portes en 2023. Comment c'est possible ? Tout simplement parce que la loi de séparation de l'Église et de l'État, elle ne s'est jamais étendue à la Guyane. En gros, la Guyane, elle est encore soumise à 2 documents, une ordonnance de 1828 et une loi qui date de 1900, qui reconnaissent le seul culte catholique. Ces textes, ils obligent ainsi la Guyane à rémunérer les prêtres officiant sur son territoire, ce qui correspond à environ 1 million d'euros par an. Est-ce que tout ça c'est constitutionnel ? À skip ? Oui. Selon le Conseil constitutionnel lui-même, la rémunération des ministres du culte catholique par la collectivité territoriale de la Guyane est conforme à la Constitution. Cette décision, elle date de 2017 et je pense que c'est le bon moment pour rappeler que le Conseil constitutionnel, il est composé majoritairement de personnalités nommées issues des sphères politiques. Revenons à nos Hauts-Mindiens, parce que après tout maintenant, c'est fini, non ? Pas vraiment.
Le combat mémorial et juridique est encore loin d'être terminé. Le rapport de l'Institut Louis Joinet préconise ainsi la création de commissions vérité et la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle. L'idée, c'est notamment d'établir une vérité complète et partagée concernant les violences culturelles, physiques et sexuelles, de permettre à celles qui le souhaitent de témoigner, de mettre en place des réparations adaptées et de trouver collectivement des solutions permettant des conditions de scolarisation décentes et respectueuses des enfants autochtones. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille l'excellent livre d'Hélène Ferrarini et d'Alexis Tchouka, Allons enfants de la Guyane. Plus généralement, il est question de la mémoire. Mémoire de l'histoire autochtone et mémoire de l'histoire de l'esclavage. Dans les deux cas, il reste énormément de travail à faire. L'esclavage, sujet tabou en Guyane, les faits peuvent le laisser penser. Si la Guyane a tant de difficultés à maîtriser ses richesses naturelles, c'est directement le résultat de l'exclusif colonial. Ils ont pris un bateau ensemble, une troupe. Mais dans cette troupe, il manque du monde. Et ces personnes n'ont pas le droit de rester là où ils sont, dans un pays étranger qu'ils ne connaissent pas. Un pays qui les a bernés, un pays qui les a exhibés comme des sauvages. Pour ceux qui ont permis de révéler l'histoire d'Adélaïde Tablan. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité. En 1882, 47 Kali'na quittent leur territoire pour être enfermés et littéralement exposés au jardin d'acclimatation de Paris. Lorsqu'elles repartent pour l'Amérique du Sud en 1892, elles laissent le corps de 8 de leur père en métropole. Aujourd'hui, donc plus de 130 ans après, 6 de ces corps sont au musée de l'Homme. Le 7e a été donné à la science, évidemment sans le consentement de personne, et le 8e est probablement enterré au cimetière de Levallois-Perret. Et si vous suivez un peu les avancées législatives, vous me direz qu'en décembre 2023, une loi a été votée pour faciliter, je cite, la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques. Et c'est vrai, sauf que cette loi, elle ne s'applique qu'aux pays étrangers. Rien n'est mis en place pour les territoires ultramarins, comme la Guyane. C'est d'ailleurs pour ça qu'en septembre 2024, une délégation composée de Kali'na guyanaises et surinamiennes s'est rendue à Paris, réclamant le retour de leurs ancêtres. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez suivre le travail de l'association Moliko Aletepo. Passons à la mémoire de l'histoire de l'esclavage. Je vais notamment m'arrêter sur Adélaïde Tablan. Née en esclavage, elle devient conseillère municipale de la commune de Roura dans les années 80. En 1888, après la suppression, sauf à Cayenne, des conseils municipaux, une révolte éclate. Adélaïde Tablan, elle est alors arrêtée. Condamnée à la prison, elle décide de marcher nue et enchaînée jusqu'à la prison, s'opposant symboliquement à la répression coloniale. Figure oubliée, Adélaïde Tablan, elle est redécouverte dans les années 2000 par le mouvement indépendantiste. Depuis remobilisée, elle devient un symbole pour l'égalité et la liberté en Guyane. Et si vous voulez en savoir plus, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a fait son portrait, et l'autrice guyanaise Françoise James Ouseni lui a également dédié une pièce de théâtre intitulée Adé, la Majorine d'Oloyac. À cette section sur la mémoire, et en fait plutôt sur les mémoires, j'aimerais ajouter la mémoire du bagne. Infrastructure carcérale impressionnante, les bagnes s'inscrivent dans un patrimoine pénitentiaire qui a concerné des centaines de milliers d'individus à l'échelle mondiale. En Guyane, les sites pénitentiaires très tôt rejetés sont plutôt en bon état et ont connu des destins divers. Certains ont été rasés tandis que d'autres ont été réinvestis et valorisés. Alors, pourquoi ne pas, comme en Australie, inscrire les bagnes guyanais au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Monsieur le ministre, en Guyane, sur une superficie de 8 400 000 hectares, vous avez décidé que 95% du foncier relève de l'unique propriété de l'État et que 91% du territoire soit placé en diverses zones protégées. Moi, j'ai 2 abattoirs et j'ai un petit jardin pour élevage. 120 hectares de terre seront ainsi rétrocédés par la commune, une mesure forte évoquée lors d'une réunion de travail entre le préfet et le conseil municipal. La rétrocession des terres, ça veut dire quoi au juste ? Durant la colonisation de la Guyane, l'État français, il applique la politique de la terra nullius. En gros, si vous ne parlez pas latin, ça veut dire que l'État français, il décrète que les terres des peuples autochtones sont des territoires sans maître. L'État français s'est ainsi approprié légalement
plus de 90% du territoire. Du coup, depuis les années 80, un véritable bras de fer oppose l'État français et les communautés autochtones pour la reconnaissance et la restitution de ces terres. À ce jour, seulement environ 10% des terres ont été rétrocédées, principalement sous la forme de zones de droit d'usage collectif. Juridiquement, ça veut dire que ces terres restent la propriété de l'État, mais qu'un droit est reconnu aux populations autochtones pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins alimentaires et culturels. En gros, elles n'ont pas de pleine souveraineté territoriale. Combat toujours actuel, il est notamment porté par le député Jean-Victor Castor, que je vous encourage à suivre si ça vous intéresse. Tant qu'on parle de terre en Guyane, faisons un rapide point sur ce qu'on appelle la culture en abatis. D'abord utilisée par les populations autochtones, la culture en abatis, elle est ensuite reprise par les autres communautés guyanaises. Dans les années 2000, elle représente 90% des exploitations agricoles et presque 5% de la valeur ajoutée totale guyanaise. Cette place marginale dans l'économie du territoire, elle s'explique par sa fonction avant tout alimentaire et non économique. La culture en abatis, elle sert parfois de complément de revenus, mais rien de plus. L'aspect symbolique, la transmission de la terre de génération en génération et les espèces cultivées, est ainsi bien plus importante que l'aspect économique. L'idée de la culture en abatis, c'est que pendant 2-3 années consécutives, la terre, elle est exploitée. Ensuite, cette même parcelle, elle est laissée en jachère, c'est-à-dire au repos, le temps d'exploiter d'autres terres. En d'autres mots, la culture en abatis, elle s'inscrit dans un cycle sylvigétique naturel qui respecte l'équilibre des milieux naturels. C'est un système perdurable et autorégénérant. Ce qui est important pour nous, c'est que le temps en jachère, il s'est énormément raccourci. Jusqu'aux années 70, les terres étaient laissées en jachère pendant 10 à 30 ans. Aujourd'hui, ce temps varie entre 2 à 5 ans. Cette diminution, elle est due en partie à la forte croissance démographique du territoire et à l'augmentation spatiale des abatis. En effet, dans un contexte d'économie de marché et de sédentarisation des populations, les finalités de production évoluent au-delà de la simple consommation familiale. Les jeunes générations se désintéressent de l'aspect culturel de cette pratique et les séances de mahurie, c'est-à-dire de travaux d'entraide intra- et intercommunautaires, sont remplacées par le salariat bon marché. Par conséquent, les terres agricoles sont surexploitées, impactant de manière négative l'environnement, notamment la fertilité des sols. Et c'est dommage parce que les études, notamment les études ethnobotaniques, elles soulignent le caractère bénin et non perturbateur au sens écologique de la culture en abatis mise en œuvre de manière traditionnelle par les populations autochtones guyanaises. Je me trouve en ce moment sur un ancien site d'orpaillage illégal en Guyane. Un nombre de missions tourne aux alentours de 70 à 100 missions. L'orpaillage, on en a sur d'est en ouest, sur toute la Guyane. Donc pour amplifier les effets, on a décidé d'entraver totalement le fleuve et de mettre en place ce barrage donc en novembre 2022, ce qui a permis d'endiguer l'intégralité des feux. Pour celles qui ne savent pas, l'orpaillage, c'est l'extraction artisanale de l'or. En Guyane, la pratique n'a rien de nouveau puisqu'elle remonte à la période coloniale. Toutefois, depuis les années 60, la pratique est marquée par l'arrivée massive d'extracteurs clandestins brésiliens. Ces derniers sont organisés clandestinement, en réseaux complexes, et utilisent des techniques variées, comme le pompage des fleuves ou le creusement de puits, pour extraire de l'or. Concentrée sur les rives du fleuve Maroni, cette pratique a des impacts environnementaux énormes. Les sols sont dévastés et des pans entiers de la forêt sont détruits. Les cours d'eau sont pollués par le rejet de boue et l'usage de mercure qui contaminent l'ensemble de la chaîne alimentaire. En effet, l'exposition des populations autochtones au mercure est 10 fois supérieure à la norme de l'OMS. À ce problème de santé publique s'ajoutent les vols de pirogues, carburant ou récoltes devenus courants. Je vous l'ai dit au début de l'épisode, le sol guyanais y regorge de richesses. D'or mais aussi de coltan, minerai essentiel pour les appareils électroniques. Parlons du coltan, et notamment du projet d'extraction de coltan par la compagnie Sudmine. En novembre 2023, la compagnie Sudmine a obtenu l'autorisation d'explorer une zone de presque 30 km² près de Kourou, et ça malgré les contestations locales. Mais attendez, pourquoi critiquer si 1. Ça peut nous permettre d'avoir du coltan, et 2. Ça peut nous permettre de créer des emplois dans un territoire où, rappelons-le, le taux de chômage est de 14%. Raison très simple, l'exploitation de ces sols nécessiterait un déboisement préalable qui provoquerait un lessivage des sols. Des métaux lourds seraient ainsi drainés vers un point de captage d'eau potable qui alimente près de 100 000 personnes. Pas cool, hein ?
De plus, il y aurait aussi des impacts sur le secteur touristique. En effet, la zone concernée abrite une riche biodiversité. Fréquentée par des milliers de visiteurs chaque année, c'est l'un des chemins de randonnée les plus populaires de Guyane. D'ailleurs, tant qu'on parle de la forêt et du tourisme, je voulais mentionner la directive RED III, adoptée en 2023 par l'Union européenne. Cette directive, elle encadre la production d'énergie à partir de la biomasse. L'idée, c'est que la biomasse provenant des forêts primaires ou des forêts très riches en biodiversité, elle ne sera plus considérée comme une énergie renouvelable et ne bénéficiera donc plus de subventions publiques. Mais, oui, parce qu'il y a un mais, cette directive, elle comporte une clause. Et cette clause, elle concerne la Guyane. Après, peut-être que les associations de protection des forêts, ainsi que les eurodéputés vertes et insoumises, n'ont pas de quoi s'inquiéter. C'est vrai, ça change quoi en vrai ? En vrai, ça veut dire que l'Union européenne, elle encourage le remplacement de forêts riches en biodiversité par des plantations intensives à vocation énergétique. Ces nouveaux arbres plantés, grâce aux subventions publiques, ils ne stockeront jamais aussi efficacement le carbone que les forêts primaires. Ces nouvelles plantations, incapables d'accueillir l'impressionnante vie végétale et animale des forêts naturelles, sont également synonymes de destruction de la biodiversité. Le CSG est la base de lancement de l'Europe spatiale. Sa position et ses installations lui permettent d'accueillir des satellites de toute taille et de s'adapter à tout type de mission. Une centrale à base d'énergie 100% renouvelable qui fournirait une électricité stable non polluante de jour comme de nuit. Pourquoi vous n'avez pas cherché autre part où il n'y a personne? Mais ici, c'est les Amérindiens qui sont là depuis des années. Mais c'est vous qui venez chaque fois dégager les Amérindiens. Pourquoi? C'est toujours la même chose. C'est hors de question. C'est une forêt qui est utilisée depuis plus de 30 ans maintenant par les familles du village Prospérité. On est passé à un site qui est militarisé et où on n'a plus droit de passage maintenant sur cette zone de vie, cette zone de subsistance. Ils ont l'argent, nous on a le temps. Ils veulent investir, nous on est ici dans notre forêt, sur nos terres. Et puis de toutes les manières, ce qui est légal n'est pas forcément juste. Le Centre spatial guyanais, abrégé CSG, il est installé à Kourou depuis les années 60. C'est notamment la base de lancement de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial. Comme toute infrastructure de ce type, le CSG y consomme énormément de ressources minières. On est vraiment au début des lanceurs réutilisables, qui d'ailleurs ne sont que partiellement réutilisables. D'ailleurs, les lancements y rejettent des gaz à effet de serre, ainsi que des particules, comme de la suie, qui viennent se fixer dans la haute atmosphère. Le CSG y consomme aussi 18% de l'énergie électrique produite par la Guyane. En bref, malgré des avancées écologiques récentes, l'activité spatiale, elle est encore très loin d'être décarbonée. Pour celles qui vont me dire « oui, mais on ne peut pas arrêter l'exploitation spatiale et la recherche en astronomie », je vous conseille de suivre les prises de parole de Léna Bonnefoy, qui est docteure en planétologie. Je vous mettrai en description une émission de Mediapart à laquelle elle a participé. Revenons maintenant au CSG et notamment à une enquête du parquet de Guyane. Celle-ci révèle qu'en 2022, le CSG il a mené des travaux sans autorisation, entraînant la disparition d'un petit amphibien au nom imprononçable, inscrit sur la liste rouge locale de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et le préjudice environnemental de cette destruction, il a été chiffré à près de 10 millions d'euros. À côté de ça, le CSG il promet de construire 2 usines de biomasse, de miser sur la rénovation énergétique de ces bâtiments et de créer 2 nouvelles centrales solaires. Oui, c'est vrai, ces nouveaux bâtiments ils vont accroître les menaces d'artificialisation des sols et le défrichement de la forêt. Mais écoutez, maintenant vous connaissez ce genre de problématique. J'ai plus besoin de vous expliquer et ça me permet de faire ma transition pour parler de la centrale électrique de l'Ouest guyanais installée à Prospérité. La centrale électrique de l'Ouest guyanais, abrégée CEOG, c'est une centrale qui combine les énergies renouvelables avec un système de stockage massif. Et sur le papier, honnêtement, ça claque. Parce que, c'est une innovation. Une première mondiale dans le domaine de l'énergie hybride grâce à sa combinaison de panneaux photovoltaïques et de stockage d'énergie sous forme d'hydrogène. 2. La production d'électricité actuelle de la Guyane peine à suivre la croissance démographique. Le territoire fait face à des coupures de courant régulières et reste fortement dépendant du barrage hydroélectrique de Petit Saut qui fournit près de 2/3 de l'électricité guyanaise. En d'autres mots, on peut dire que la CEOG, c'est une réponse concrète aux besoins locaux. Mais, oui, parce qu'il y a encore un mais, c'est également une menace pour la forêt et les populations autochtones locales, notamment les Kalinas qui dénoncent des logiques coloniales.
Après une période de négociations asymétriques, due notamment à la barrière de la langue, les Kalina signent par erreur un préaccord en 2019. Depuis, Yale ont formé une ZAD, zone autochtone à défendre, et pour les Kalina, ces terres, ce ne sont pas juste des espaces à exploiter. Ce sont des lieux sacrés, des lieux de vie, des lieux d'apprentissage qui leur sont nécessaires. Ce que dénoncent les populations Kalina, c'est le gigantisme du projet et surtout l'écolonialisme qui en découle. L'écolonialisme, on en parlera plus en détail au cours d'un prochain épisode j'espère, c'est un système qui rase la forêt et sape la souveraineté des populations autochtones sous couvert, par exemple, de transition énergétique. Je terminerai avec les mots de la délégation autochtone guyanaise qui s'est rendue à Paris en décembre 2022 pour partager son combat contre la CEOG. Je cite « L'autonomie alimentaire et énergétique est un long processus que nous voulons prendre en main nous-mêmes. » Le bassin guyanais représente près de 112 000 km de cours d'eau. Et il y a le problème de l'eau potable, mais il y a derrière aussi, si on amène l'eau, il y a aussi l'assainissement qu'il faut mettre en place. Ce matin, nous avons eu une fuite. Donc dans ce quartier, il faut signaler que ce n'est pas la première fois. C'est un réseau à coup sûr vieillissant. Ce n'est pas du tout un problème de quantité d'eau, mais on est bien sur plutôt un problème de qualité d'eau et de rendre cette eau accessible au plus près des points de consommation et en général donc l'habitat. Ces dernières années, on a pas mal entendu parler du problème de l'eau en Guyane. En tout cas moi, c'est quelque chose que j'ai souvent vu passer sur les réseaux sociaux. L'eau, elle est omniprésente sur le territoire, avec notamment le Maroni, le Mana et l'Oyapock. Ces fleuves, ils représentent à la fois une source de nourriture, une voie de communication et ont une valeur symbolique et sociale importante. Pourtant, sur le territoire, on estime que plus de 10% de la population n'a pas accès à l'eau potable, ce qui conduit à des problèmes de santé majeurs. Exemple concret, le choléra. La dernière épidémie remonte au XIXe siècle pour l'Hexagone et à 1991 pour la Guyane. Ainsi, et c'est un projet qui doit être crucial, il faut absolument créer de nouvelles infrastructures et assurer l'accès à l'eau potable en Guyane. Projet qui se chiffre à hauteur de 200 à 300 millions d'euros. Il y a énormément de choses à faire en Guyane, énormément de combats à mener, et même s'il est impossible d'absolument tout connaître, de prendre part à toutes les luttes, je pense que c'est important de toujours avoir ce contexte colonial en tête. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'ai pas vraiment de conclusion, j'espère juste que maintenant vous avez une idée plus claire de ce qu'est la Guyane. J'espère aussi que vous avez appris plein de choses, que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Pareil, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Le prochain épisode de la série portera sur la Martinique, donc si vous avez des suggestions quelconques ou des sources à me conseiller, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite. Bisous!